La matinée se poursuit avec vous, Louis Dauphren. La température sociale aussi du 1er mai qui a impressionné l'opinion, mais aussi les autorités qui s'interrogent sur les moyens de juguler la violence. Mais qui sont les émeutiers? Qu'ont-ils en tête? Que veulent-ils? Sont-ils tributaires d'une idéologie? Ou sont-ils simplement fascinés par le goût de casser et de détruire? Question que s'est posée Gérard Leclerc. Depuis le 1er mai, il n'est question que de violence. Comment pourrait-il en être autrement alors que les fameux Black Blocs mènent, si j'ose dire, la danse et qu'on s'interroge sur les moyens de l'État propres à juguler ces débordements insupportables? Faudra-t-il reprendre le projet d'une loi anticasseurs sur le modèle que le ministère Chaban-Delmas avait conçu sous la présidence de Georges Pompidou? Le fait est qu'on se trouve devant un phénomène que les gens raisonnables ne peuvent trouver que déconcertant. Pourquoi tant de haine? Pourquoi cette volonté d'en découdre, dont on se demande jusqu'où cela pourra aller? Quel drame à l'horizon de pareille fureur? J'ai lu autrefois l'essai d'un auteur bien oublié aujourd'hui, sauf par quelques spécialistes des idées politiques. Réflexion sur la violence de Georges Sorel, personnage pour le moins étrange, qui fréquentait la boutique des cahiers de la quinzaine de Charles Péguy. J'avais gardé des souvenirs mêlés de cette lecture, avec la crainte d'une propension à l'héroïsme grosse de dérapage. Tel n'est pas le sentiment d'un Pierre-André Taguieff qui rapporte cet héroïsme à l'élévation morale d'un peuple dans ses mobilisations sociales. Qu'un certain honneur syndicaliste ouvrier ait pu correspondre à ce modèle idéal, c'est bien possible. Mais je ne parviens pas à discerner dans nos débordements actuels la trace même d'un tel idéal. Les émeutiers sont-ils simplement intéressés par l'objet des manifestations organisées par les syndicats? Non. Nos agitateurs sont de purs nihilistes, animés par la seule ardeur de détruire. On ne peut même pas parler d'anarchisme, même si le terme est terriblement ambigu. Bernanos évoquait un monde qui aurait perdu toute foi et où l'on n'agirait que par rage de l'avoir perdu. Tel est bien le cas aujourd'hui. Merci Gérard Leclerc. Et pendant ce temps, 8 mois après les funérailles de la reine Elisabeth II, la police londonienne s'attaque à un nouveau grand défi sécuritaire avec Golden Orb, le dispositif d'ampleur pour le couronnement de Charles III dont on va parler quelques instants, avec Jean Descartes, historien des grandes dynasties européennes, qui est avec nous et qui publie Charles Camilla, Diana, Amour et Tragédie chez les Windsor aux éditions Perrin. Bonjour Jean Descartes. Bonjour. Événement donc exceptionnel samedi, le couronnement de Charles III qui revêtira de lourdes robes dorées portées par ses ancêtres, inspirées par des tenues religieuses et censées évoquer la nature divine de la royauté, c'est ça? Oui, exactement. Vous savez, c'est le seul moment où le monde entier pourrait être témoin d'un sacre et d'un couronnement, parce que les monarchies aujourd'hui, notamment les monarchies européennes, sont marquées par des prestations de serment, même s'il y a une influence religieuse et des cérémonies partielles, je dirais, dans l'église locale. Alors, ce qui est important, c'est que le Saint-Crème et l'huile dont vont être loin le roi Charles III et la reine Camilla, mais c'est une histoire absolument fascinante. Un pharmacien qui est aussi un pasteur en retraite, qui s'appelle Mark Hutton, a préparé depuis plus de 8 mois l'huile du sacre selon une recette remontant au XVIIe siècle. Le Saint-Crème remonte lui-même au début de la chrétienté. C'est un mélange d'huile d'olive, de myrrhe, de sésame, de rose, de jasmin, d'ambre, de cannelle, entre autres. Et elle a été pressée à Bethléem, le lieu de naissance du Christ. Il y a donc, si vous voulez, beaucoup d'histoires et de traditions fascinantes, mais il y a aussi une relation, je dirais, familiale, parce qu'il y a un hommage à l'héritage orthodoxe du père de Charles III, le prince Philippe, qui, je le rappelle, était né à Corfou, prince de Grèce et de Danemark. Il était de religion orthodoxe, mais avait dû évidemment se convertir à la religion anglicane pour son mariage avec la princesse héritière Élisabeth en 1947. Mais il était resté jusqu'à la fin de sa vie, en avril 2021, un orthodoxe de cœur. Et sa mère, la princesse Alice de Grèce, donc la grand-mère paternelle de Charles III, qui était devenue religieuse orthodoxe, avait fondé une congrégation féminine orthodoxe. Elle avait aussi sauvé de nombreux juifs pendant la guerre et fut reconnue juste parmi les nations. Il y a donc, si vous voulez, un lien personnel du roi Charles III avec la Terre Sainte, et je rappelle simplement qu'il a fait un très long séjour au mont Athos, ce dernier territoire de Byzance,
qui est une fascinante montagne qui abrite, on le sait, plusieurs monastères. Juste un mot, Jean Descartes, sur la composition familiale. Il y a un roi et une reine qui sont donc divorcés, des beaux enfants, des beaux petits-enfants, un ancien mari, un fils rebelle, un frère honni. Le who's-who de cette moderne famille est un peu difficile à situer, non? C'est un peu difficile, mais c'est malheureusement ou heureusement en un sens pour les bons moments, un reflet de notre époque. Je crois que, si vous voulez, la sagesse de la reine défunte a été de permettre enfin et d'organiser le 9 avril 2005 le mariage de Charles et Camilla, sentant que sans cela, il serait déstabilisé, ce serait un scandale permanent et ça ajouterait à sa disparition un traumatisme supplémentaire. C'était une très sage décision de la reine qui savait que Camilla était la femme de la vie qu'il aurait fallu à Charles. On sait que d'autres circonstances ne l'avaient pas permis. J'ajoute que la reine, qui avait un humour extraordinaire, lors de cette cérémonie en partie civile à la mairie de Windsor, suivie d'une cérémonie religieuse, a dit, en comparant ce mariage après tant d'épreuves, et en comparant à une épreuve équestre, on sait qu'elle était passionnée par les courses de chevaux, que les deux personnages, Charles et Camilla, avaient franchi toutes les épreuves du steeplechase. Une dernière remarque, Jean Descartes a 75 ans, donc Camilla portera l'une des robes les plus importantes de sa vie. Elle l'a choisie pour la créer, le couturier britannique Bruce Oldfield, rendu célèbre par la princesse Diana. Il y a un côté un peu ironique, non? Alors écoutez, oui, mais ça ne manque pas d'ironie, cette situation, parce que quand même, Camilla connaissait très bien Diana, elle avait espéré que le mariage de Charles et Diana serait une réussite, elle a été témoin de ce désastre. Je dirais simplement, et pardonnez-moi, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que jusqu'à présent, nous n'avions que la version de Diana, de ses souffrances, de ses supposés problèmes, parce qu'elle a beaucoup exagéré et elle a médiatisé tout ce qui arrivait. Et elle n'a jamais cessé de critiquer et de dénigrer Charles. Au contraire, Charles n'a jamais critiqué publiquement Diana. Il était lui-même victime du succès photogénique de sa femme lorsqu'il avait fait une apparition dans un pays où il devait suivre un trottoir et Diana l'autre trottoir. Il y avait un monde fou autour de Diana sur le trottoir où elle circulait et lui, il n'avait personne. Donc c'est quand même quelque chose d'étonnant. Il a été d'une patience, j'ose le dire, extraordinaire par rapport à ses débordements à elle. Merci beaucoup Jean Descartes, auteur de Charles, Camilla et Diana aux éditions Perrin. Merci d'avoir été avec nous ce matin. La question du jour. Alors que les projecteurs vont chauffer sur Londres, on va se poser une question plus vaste. Peut-on refroidir la Terre? On sait d'ailleurs que le prince Charles, futur roi Charles III, donc enfin déjà roi Charles III, eh bien, a beaucoup de considérations pour les questions écologiques. On va étudier la question avec Malik Bezou, qui est physicien. Pourquoi se pose-t-on cette question de refroidir la Terre? C'est que le phénomène météorologique El Niño a de fortes probabilités de se former cette année et pourrait faire grimper les températures jusqu'à battre de nouveaux records de chaleur. C'est ce qu'a dit l'ONU mercredi. Bonjour Malik Bezou. Bonjour. Alors, le fait de refroidir la Terre, c'est une idée absurde? Pas tant que ça. C'est même une idée intéressante. Et pour certains, c'est peut-être la dernière bouée de sauvetage pour empêcher une dégradation plus forte du climat. Mais comment fait-on? En fait, juste à titre anecdotique, durant la guerre du Vietnam, les Américains ont mis dans l'atmosphère des particules d'iodure d'argent, de mémoire, pour amplifier la mousson. L'objectif, enliser les troupes ennemies par l'aggravation du phénomène, par la pluie, par des pluies encore plus intenses, et ce qui a fonctionné. Tout ça pour dire, cette petite anecdote, pour dire qu'effectivement, l'homme peut avoir une action sur le climat. Et puisqu'il a une action aujourd'hui négative par l'émission des gaz à effet de serre, certains se sont dit pourquoi ne pas essayer d'avoir une action entre guillemets positive, c'est-à-dire refroidir le climat. Il y a toute une série de techniques, comme je viens de le dire, là, le fait de, par exemple, augmenter l'intensité des pluies. Il y a aussi la possibilité, par exemple, alors ça peut paraître de la science-fiction, c'est de limiter le rayonnement solaire
en plaçant en orbite des miroirs géants. Ça peut paraître un peu étrange, ça peut paraître être de la science-fiction, mais ça fonctionne. Sur le papier, ça C'est fonctionne. réellement à l'étude? C'est réellement à l'étude. Alors, on parle d'ingénierie solaire, le fait de limiter l'arrivée du flux solaire. Ça marche, mais après, il y a toute une question. Enfin, il faudrait des miroirs d'une taille considérable. Oui, alors Malik après, Bezo. il y a le problème de la technologie pour acheminer ces structures-là dans l'atmosphère. A priori, ce n'est pas simple, mais c'est possible. Sur le papier, c'est possible. Il y a une autre technique qui est plus, comment dirais-je, beaucoup plus réaliste, c'est simplement le fait de capter, d'absorber le CO2 qu'on a émis, qu'on émet depuis des années. Il faut savoir qu'on émet à peu près 10 milliards de tonnes de CO2 annuellement, 40 milliards de tonnes annuellement dans l'atmosphère, 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Tout ça participe évidemment à l'effet de serre et donc au réchauffement climatique. L'idée de certains, c'est repomper ce CO2 par des espèces de ventilateurs géants. Il y en a déjà en Finlande, il y en a en Suisse. En fait, on absorbe l'air atmosphérique, il passe dans des filtres, on enlève le CO2 et on rejette l'air purifié dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le CDR, c'est le fait de capter, le CDR, je vais retrouver le nom, carbone dioxyde removal. Bon. Tout ça existe déjà. Il y a des travaux par exemple, le fait de mettre du fer dans l'océan. Alors, pourquoi mettre du fer dans l'océan? Parce qu'on va favoriser la pousse du phytoplancton, et le phytoplancton absorbe naturellement le CO2. C'est un puits à carbone. Donc, il y a tout un spectre, toute une panoplie de techniques, de technologies capables, effectivement, de réduire le CO2 dans l'atmosphère, parce qu'il est là aujourd'hui le problème. On a trop émis de CO2 dans l'atmosphère. Avec le Mais il y a phénomène- urgence en tout cas apparemment. Il y a Parce urgence. que, vous voyez par exemple même la surface des mers qui a battu en avril son record annuel et qui se maintient depuis lors à des niveaux inédits. C'est un phénomène qui s'est traduit par une température moyenne à la surface des océans, à l'exception des eaux polaires qui a atteint 21,1 degrés, selon battant le précédent record de 21 degrés qui était en 2016. Donc ça augmente constamment, c'est-à-dire qu'il faudrait développer ces techniques rapidement. Certains pensent qu'il faut vraiment le faire, certains, et quand je dis certains, ce sont des climatologues, et c'est d'autant plus sérieux que le GIES, le groupe international qui émet tous les ans, enfin, D'études sur le régulièrement, climat. tout à fait, a mis dans son rapport, dans son dernier rapport, une mention particulière sur la géo-ingénierie, parce que c'est une piste. Certaines, comment dirais-je, approches peuvent paraître un peu relever de la science-fiction, comme ces miroirs géants, etc. Mais pourquoi pas? Ça fonctionne. Après, par exemple, si on prend le cas, par exemple, de mettre du fer dans les océans, c'est l'impact sur la faune marine. Les effets secondaires. Les effets secondaires qui ne sont pas maîtrisés. Donc, il y a des recherches qui sont en cours. Est-ce que c'est le dernier recours? Il est certain qu'il faut qu'on agisse et qu'on réfléchisse sur les moyens pour limiter cette augmentation de la température de la Terre, parce que, entre autres, au-delà du réchauffement climatique, qu'on ressent en été, etc., il y a la sécheresse, qui est quand même dramatique, et puis il y a aussi ces phénomènes au niveau des océans, parce que les mers dont les températures augmentent, c'est des ouragans en plus, c'est des phénomènes météorologiques en plus. El Niño, dont on parle, est un phénomène naturel, mais qui va venir amplifier le réchauffement climatique, avec effectivement des records de température qui sont attendus, qui risquent d'être battus, mais aussi des phénomènes de sécheresse inquiétants. Donc ce phénomène naturel va venir, a priori, aggraver une réalité qui l'est déjà. Un dernier point, réponse rapide, Malik Bezo, il y a des sociétés françaises bien placées sur ce terrain? Alors, j'aurais du mal à vous répondre. Je sais qu'en Finlande, il y a des usines, des capteurs donc de CO2 pour purifier l'air. En Suisse aussi. En France, c'est vrai que je n'ai pas regardé dans le détail. Mais est-ce que l'ingénierie française se porte bien, normalement? Oui, je pense qu'il y a un vrai secteur là. Il y a un vrai marché qui s'ouvre. Et donc, l'idée, c'est d'innover. Parce qu'on sait que ce qui va nous sauver, c'est l'investissement dans la science, dans la recherche, pour effectivement mettre au point peut-être de nouvelles technologies pour limiter cet impact, et notamment voir si on peut avoir un impact positif sur le climat. Puisqu'aujourd'hui, on sait que l'impact que l'homme a sur le climat, il est largement négatif. Merci beaucoup, Malik Bezo. Je rappelle que vous êtes physicien. À bientôt pour une prochaine chronique dans la question du genre. À très bientôt.
Quand on parle des Grecs, généralement on parle des hommes, hein. C'est vrai que les philosophes grecs, à ma connaissance, je ne connais pas beaucoup de femmes. Mais on peut poser la question à Aurélie Damet, qui est maître de conférences en histoire grecque à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui est notre invitée dans Un jour une histoire aujourd'hui, autour des Grecs, donc au féminin, Destin de femmes en Grèce ancienne, publié aux éditions Talendier. Ces recherches portent habituellement sur la famille, la parenté, l'eugénisme aussi et la solitude dans les sociétés de la Grèce antique. Bonjour Aurélie Damet. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Alors vous intéressez aux femmes donc de la Grèce, le rôle, la place des femmes selon les cités grecques et les époques. Est-ce qu'elles avaient le même statut que les hommes déjà? Alors non, puisque alors déjà il faut distinguer puisqu'en fait dans les cités grecques on avait plusieurs statuts, hein, politiques et juridiques. Il y avait le monde des esclaves, le monde des étrangers, le monde des citoyens et des familles citoyennes. Et à l'intérieur donc de ces statuts, il y avait aussi des différences donc entre les sexes. Et les hommes et les femmes n'avaient donc pas les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et si on prend par exemple la sphère citoyenne, les femmes par exemple avaient un rôle pour le coup très minime, Hmm. puisque aucune femme, hein, même épouse de citoyen, n'a jamais en Grèce ancienne eu accès aux institutions stricto sensu. Il n'y a jamais eu de femme à l'Assemblée, ni de femme jurée dans les tribunaux, ni de femme magistrate dans les grands conseils. Et les femmes philosophes? Alors, il y a eu des femmes philosophes, quelques-unes. D'ailleurs, donc, dans l'ouvrage, je pars justement de la vie d'une femme qui a un destin assez intéressant. C'est Hipparchia de Maronée, qui a été donc une des philosophes cyniques, hein, qui était donc une des disciples de Diogène, celui qui habitait donc dans une grande jarre, Diogène le cynique. Et Hipparchia de Maronée était l'épouse aussi, hein, d'un des plus grands philosophes cyniques, Cratès. Et c'est l'une des figures de philosophes femmes que l'on peut retenir, hein, de l'Antiquité, cette Hipparchia, qui a donc épousé le mode de vie des cyniques. Et on trouve aussi des femmes philosophes dans la chapelle pythagoricienne, beaucoup de femmes chez les pythagoriciens, notamment l'épouse, hein, de Pythagore, hein, sa fille aussi, donc c'est aussi la philosophie en famille chez les pythagoriciens. Et on a aussi des femmes philosophes chez les épicuriens. On a une petite liste d'épicuriennes qui avaient une certaine renommée aussi, hein, dans le monde philosophique antique. Donc oui, il y a eu des femmes philosophes. Aurélie Damet, vous vous intéressez à Idna, la plongeuse, Euthymia, la magistrate, Phanostraté, la pédiatre, Corinne, la poétesse, ou Nicarété, la vendeuse de rubans. Il y a beaucoup de sources sur ces personnages dont, à ma connaissance, on a assez peu parlé, qui sont peu connus du grand public. Oui, c'était un petit peu aussi le but de cet ouvrage, c'était de mettre en lumière en fait des femmes méconnues et le fait même que on peut dire des choses, hein, sur justement ces différentes figures féminines. Justement, il y a 50 ans maintenant, ma directrice de thèse, Pauline Schmidt-Pantel, avait monté pour la première fois en 1973 un cours sur l'histoire des femmes à Paris 7. Et à cette époque-là, justement, il était difficile finalement de monter ce cours-là parce que on manquait de sources. On n'avait pas travaillé en fait là-dessus. On n'avait pas le même regard. Et depuis 50 ans, justement, il y a eu un grand travail qui a été fait sur la redécouverte des sources anciennes. Et on s'est rendu compte, hein, que oui, on pouvait dire des choses sur les femmes et la guerre, sur les femmes et le droit, sur les femmes et l'économie. Et les textes, à la fois les sources textuelles, à la fois l'épigraphie, donc tout ce qui est inscription, l'archéologie nous disent beaucoup de choses sur le rôle des femmes. Donc oui, on a bien sûr des sources, même si parfois elles sont moins importantes que pour les hommes, hein. Si on reprend Hipparchia, notre philosophe, il y a finalement à peine quelques paragraphes dans la très grande somme de Diogène Laërce sur les philosophes. Il y a à peine quelques pages sur les femmes pour des milliers de pages sur les hommes philosophes. Quant à Corinne de Tanagra, qui est cette poétesse qui, dans l'Antiquité, était très, très connue, aujourd'hui, Corinne de Tanagra, quasiment personne ne connaît, et il n'y a malheureusement qu'un seul volume de peut-être 200 pages pour l'ensemble des fragments des poétesses grecques, alors qu'on a des milliers et des milliers de pages des poètes grecs. Et pourtant, cette Corinne de Tanagra était, pour les anciens, tout aussi douée que Pindare. Donc là, il y a eu aussi une sélection qui Hmm. s'est faite, peut-être culturelle, peut-être voilà, idéologique aussi, hein, en fait, notamment pour la poésie de ces femmes. Il y a un véritable naufrage en fait, hein, de ces poétesses à travers le temps, malgré leur renommée
et leur production. Mais alors justement, le fait que la Grèce antique ait été bâtie sur des structures patriarcales, cela n'a pas empêché des femmes de connaître une certaine notoriété, même si par la suite l'oubli a pu opérer son rôle. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a effectivement un cadre, une structure qui est celle de la domination masculine, de société patriarcale, de société couverte, puisque le monde grec, les femmes étaient aussi voilées. Mais on a, malgré ce cadre, on va dire, structurant et contraignant, des espaces, des interstices où certaines femmes ont pu avoir un rôle, une éducation. Alors, ce sont des femmes qui vont être portées par leur famille, par leur richesse, par un entourage qui va leur permettre pour certaines de devenir médecin, de devenir historienne, musicienne, et d'avoir effectivement une poétesse, une certaine renommée, comme Corinne, comme Hipparchia, comme Sappho aussi, qui aujourd'hui est peut-être l'une des plus connues, Sappho de Mytilène, la poétesse de Lesbos. Donc il y a bien sûr, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle l'agentivité, c'est cette idée qu'on peut quand même agir individuellement dans un cadre qui contraint. Voilà. Et c'est le cas bien sûr aussi de ces femmes qui, pour certaines, ont pu être poussées par leur famille, leur éducation et leur milieu social, où elles ont pu avoir donc davantage d'éducation. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Dans Un jour une histoire, Aurélie Damet, les Grecs, destin de femmes en Grèce ancienne. Vous êtes maître de conférence en histoire grecque de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup, à bientôt.